Bonjour chers amis, bonjour à toutes et à toutes, j'espère que vous allez bien. Cette semaine, nous allons parler alimentation et nutrition. Je vais partager avec vous la lecture de l'étude intitulée Pratiques alimentaires par Vincent Pfeiffer du blog Tribu Carnivore, dont vous trouverez également la version script sur le blog Chat qui parle. Pratiques alimentaires. Que l'alimentation soit ta médecine. Hippocrate. Ne croyez pas que je me plais à vous dépeindre votre fidèle compagnon plus bestial qu'il n'est, mais j'ai à cœur ce sujet, car je pense qu'il cristallise notre rapport contemporain à nos animaux de compagnie. Aussi, encore une fois, grâce à quelques interrogations, j'espère pouvoir vous donner matière à réflexion. La vie d'un animal est d'abord faite de la quête de sa pitance et de son besoin de se reproduire. Pas de méprise, n'y voyons pas là un quelconque manque d'intérêt, nous sommes aussi programmés pour cela, mais d'une façon à peine plus compliquée. En captivité, en zoo par exemple, on peut comprendre la déprime et l'ennui de ces êtres, à qui tout tombe tout cuit, et en plus d'une façon on ne peut plus répétitive et insipide. Les soigneurs et les vétérinaires le savent. Enrichir le milieu en compliquant au maximum l'acte de se nourrir peut faire des miracles sur un tigre qui arpente tristement sa cage, de long en large, sur un loup qui tourne incessamment après sa queue ou sur un singe qui se balance le regard vide. Un ersatz de comportement alimentaire naturel est toujours mieux que rien pour des êtres qu'on prive de la dure mais néanmoins légitime loi de la nature. Manger ou être mangé. En effet, la loi de la nature et cette mort si facilement présente effraient le genre humain. En transposant tout naturellement nos propres fantasmes d'immortalité sur nos chers chiens et chats, entre autres, nous sommes en cela très perméables à qui nous promettra tout cela. Mais encore une fois, avons-nous les moyens d'interroger nos compagnons ? Je pense sincèrement que nous sommes aujourd'hui aveugles par complaisance. Vivre plus vieux en captivité que libre, à quoi bon si c'est pour vivre à moitié ? Et c'est bien là pourtant le fonds de commerce et la caution que se donnent les parcs animaliers. Pour être en bonne santé, manger des produits les plus frais et les plus sains possibles, dit-on aux humains. Pour qu'ils soient en bonne santé, ne leur donnez jamais rien de frais de toute leur vie, mais une nourriture industrielle standardisée, dit-on à ces mêmes humains pour leurs animaux. Oui, mais les croquettes c'est plus pratique. Certes, mais depuis quand un animal doit-il être pratique ? D'ailleurs, si on ne faisait pas croire aux gens qu'avoir un animal c'est aussi pratique que de se verser quelques croquettes chaque jour, peut-être réfléchirait-il un peu plus avant de craquer pour le chiot en vitrine. La frustration de beaucoup de maîtres dans cet acte nourricier qui pourrait être d'amour, se traduisant par de petits à côté, souvent mal choisis malheureusement. Le chat est un carnivore, tout comme le chien, pourtant un peu plus opportuniste. Leur physiologie, système digestif très court, carburant aux lipides plutôt qu'aux glucides, leur physique, dentition, appareil sensoriel, leur rapport à leur environnement, prédation, organisation sociale, tout en fait de magnifiques mangeurs de viande. Mais maintenant, la viande est tout, sauf politiquement correcte. Et le simple fait de manger quelque chose qu'ils n'ont pas chassé n'est sûrement pas réellement satisfaisant pour des carnivores aussi domestiques et familiers soient-ils. Savez-vous que les industriels du pet food ne sont pas tenus de noter dans la composition des aliments leur teneur en conservateurs ou autre joyeuseté, si ce n'est pas eux-mêmes qui les ont ajoutés ? Lorsque par exemple ils achètent une matière première qui en contient déjà ? Savez-vous que ce qu'ils appellent viande sont en fait ces fameuses farines animales ? Savez-vous que sous-produits animaux signifie plumes, sang, bec, sabots, viscères, os et compagnie ? Savez-vous que le prix au kilo d'une croquette moyenne est plus élevé qu'un large choix de viande ou poissons frais pour consommation humaine ? Alors qu'une croquette ne contient qu'une infime partie de viande, qui est de plus de très mauvaise qualité, carbonisée et traitée ?
Que pensez-vous d'un aliment pour carnivores qui contient plus de 80% de céréales? Sachant qu'un chien ne possède pas les amylases nécessaires pour en tirer quoi que ce soit. Que dire à propos de ces mêmes céréales contaminées à des taux de mycotoxines dangereux et si riches en OGM? N'est-ce pas inquiétant qu'un animal parvienne à être malade, pour peu qu'il change de marque ou même juste de gamme de croquettes? Quid de la variété alimentaire et de la viabilité d'une espèce réduite à cela? Pour quelle raison, sinon un bidouillage mondialiste permettant de faire ailleurs ce qu'on n'a pas le droit de faire ici, les industriels du pet food font-ils fabriquer un aliment via une dizaine de pays différents, pour finalement assembler le tout dans un pays où il fait bon d'avoir son siège social et un « made in ». Catherine Kousmine en son temps, puis d'autres nutritionnistes ont insisté avec bon sens sur l'importance de la valeur biologique de ce qu'on mange. Ce qui est trop raffiné, trop cuit, trop stérilisé, trop industrialisé n'a tout simplement que peu d'intérêt, sinon nocif, pour les organismes. Un aliment stable, trop stable, inerte, est donc mort. Alors par quels moyens techniques, cuisson extrême, stérilisation, antifongique, antiseptique, conservateur, etc., les pet fooders peuvent-ils proposer aux chiens et chats des croquettes stables à température ambiante et garanties en vitamines des mois après ouverture? Bref, pensez-vous qu'un maçon qui monte un mur à toute vitesse avec des métaux de piètre qualité ou pourris d'avance vaut un autre qui choisit ses pierres et les assemble lentement mais sûrement? C'est pourtant une métaphore valable de la façon dont nos animaux poussent aujourd'hui. Baudelaire disait « La plus grande ruse du diable est sûrement de nous faire croire qu'il n'existe pas. » Moi, je dirais que la plus belle réussite des industriels de la malbouffe animale est de nous faire croire qu'aujourd'hui, il n'existe pas d'alternative à leurs produits, ils ne sont pourtant là que depuis les années 60. Et notre plus grand tort est bien de recevoir sans méfiance le marketing des industriels de l'animal de compagnie, alors que nous sommes par ailleurs si conscients que leur intérêt et leur discours ne servent presque jamais les nôtres. Pour séduire l'animal, l'étranger, l'offrande de nourriture est aussi instinctive que sensée. C'est sûrement par ce biais qu'il y a des dizaines de milliers d'années, l'homme séduisit le chat et le loup devenu chien. C'est avec humour et cynisme qu'aujourd'hui je doute qu'avec ce que nous avons à leur proposer, nous pourrions encore parvenir à ces superbes rapprochements interspécifiques. Tu deviens responsable pour toujours de ce que tu as apprivoisé. Le Petit Prince, Antoine de Saint-Exupéry. Pour la nutrition de votre animal, vous trouverez les réponses et conseils en vous adressant à votre vétérinaire. Chers amis, chers auditeurs, j'espère que cette lecture vous a plu et que cette information vous aura été utile. Si vous voulez partager, lire cet article retranscrit sur le blog Chat qui parle ou télécharger la version audio pour l'écouter dans votre baladeur, vous trouverez le lien pour vous y connecter juste en dessous de cette vidéo. Partageons ensemble nos commentaires, nos impressions, nos points de vue sur le sujet depuis YouTube, juste en dessous de cette vidéo. Si vous êtes déjà sur le blog, rendez-vous également tout en bas de cette page. Merci à vous toutes et tous d'être venus écouter cette lecture. Si vous avez aimé cet épisode, pensez à cliquer juste en dessous de la vidéo sur le bouton « J'aime ». J'ai hâte de vous retrouver jeudi prochain pour une nouvelle chronique sur le blog Chat qui parle. Excellente semaine à vous toutes et tous. À bientôt!